Première partie, comment ont évolué les inégalités au XXe siècle? Avant de savoir comment ont évolué ces inégalités, si elles ont augmenté ou diminué, encore faut-il les mesurer. Et pour les mesurer, il existe plusieurs indicateurs. Voyons le premier. Il s'agit de l'indice de Gini. L'indice de Gini est un indice, un coefficient, qui peut prendre une valeur allant de 0 à 1. Parfois, vous verrez que l'indice peut prendre une valeur allant de 0 à 100 lorsqu'on l'a multiplié par 100. Mais le principe reste le même. Lorsque l'indice de Gini est égal à 0, cela signifie qu'il y a une égalité totale dans le pays. Dit autrement, tous les habitants, tous les individus d'un pays ont les mêmes revenus. L'extrême inverse, c'est lorsque l'indice de Gini est égal à 1 ou à 100. Il s'agit d'un cas d'inégalité totale. C'est le cas lorsqu'un individu s'accapare et possède toutes les richesses du pays, pendant que les autres n'ont rien. Évidemment, aucun pays n'a un indice de Gini égal à 0 ou à 1. L'intérêt est de classer différents pays du plus égalitaire au plus inégalitaire. Les pays les plus égalitaires sont les pays comme le Danemark, la Suède, et des pays comme l'Afrique du Sud sont au contraire des pays plus inégalitaires. La France a un indice de Gini environ de 0,3. Deuxième indicateur qui nous permet de mesurer les inégalités, c'est la courbe de Lorenz. Alors, la courbe de Lorenz, dans ce graphique, vous en avez deux, une concernant les revenus, en bleu, et une en rouge, concernant le niveau de patrimoine. Cette courbe de Lorenz nous permet de répondre à la question suivante. Quelle part des revenus, ou du patrimoine, détient telle partie de la population? Concrètement, sur ce graphique, regardez en bas. Vous avez la part cumulée des ménages, en pourcent. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'on a pris une population, la population française par exemple, et qu'on a classé cette population des plus pauvres aux plus riches. On a classé ses membres des plus pauvres aux plus riches. Ainsi, les 10% que vous voyez, ce sont les 10% les plus pauvres. Ensuite, on rajoute, on cumule les 10% qui sont juste au-dessus. Ça nous donne alors les 20% les plus pauvres. Puis on va rajouter, on va cumuler les 10% juste au-dessus. Ça nous donne alors les 30% les plus pauvres. Ainsi de suite. Au final, quand on arrive à 100, on a 100% de la population, on a tout le monde. On fait la même chose, cette fois en ordonnée, mais concernant les revenus ou le patrimoine. Ainsi, on a un patrimoine total, par exemple, les maisons, les logements, les entreprises, etc., l'ensemble du patrimoine d'un pays, et on va le décomposer. Là, on a 10% du patrimoine. Ensuite, on va rajouter 10%, on a 20% du patrimoine. Ensuite, on rajoute encore 10% du patrimoine ou des revenus, et on a 30% du patrimoine, ainsi de suite, jusqu'au total. Et là, vous dites, mais à quoi ça sert? On veut savoir les 10% les plus pauvres, les 20% les plus pauvres, combien est-ce qu'ils possèdent en pourcentage du patrimoine total du pays. Voyons un exemple. La flèche vous indique une donnée. Vous pouvez essayer de vous entraîner à faire une phrase de lecture de données avec cette donnée-là. Vous pouvez faire pause, ce qui va suivre, ça va être la correction en fait, de cette lecture de données. Je vois quoi? Je vois dans l'axe des abscisses que je suis au niveau de 30. Donc ça veut dire que les 30% les plus pauvres. Eh bien, qu'ont-ils ces 30% les plus pauvres? Les 30% les plus pauvres reçoivent un peu moins de 20% des revenus. Dit autrement, les 30% les ménages les plus modestes reçoivent environ 15% des revenus du pays. Comme ça, je sais telle partie de la population combien elle reçoit de revenus. Mais il y a une autre courbe en rouge, celle des patrimoines. Voici une donnée, encore une fois fléchée. Vous pouvez faire pause, vous entraîner à lire cette donnée et comparer avec la correction qui suit. Je suis cette fois au niveau de 50%. Donc ça signifie que c'est la moitié la plus pauvre de la population. Et bien qu'est-ce qu'elle a, cette moitié la plus pauvre? Et bien elle possède à peine un peu moins de 10% du patrimoine. En effet, les 50% des ménages les plus modestes détiennent moins de 10% du patrimoine du pays, environ 7%. Donc vous voyez bien, la courbe de Lorenz peut nous renseigner sur la détention en pourcentage de revenus du patrimoine de telle partie de la population. Troisième indicateur qui permet de mesurer les inégalités, ce sont les déciles. Et voyons un premier type de décile qu'on appelle les déciles pointés. Pour comprendre l'idée, prenons une population, exemple la France. Et cette population, on va la découper. On va la découper en 10 groupes de parts égales. Chaque groupe représentera 10% de la population. Les déciles, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, ce ne sont pas les groupes de 10%, non. Les déciles, ce sont les séparations entre groupes de 10%. Prenons un exemple. Le premier décile, appelé D1,
ça va être la valeur qui va séparer les 10% les plus pauvres des 90% restants de la population. Si vous avez besoin d'un exemple encore plus concret, prenons cet exemple. On peut imaginer que 800 euros, c'est le salaire en dessous duquel on a 10% de la population, les plus pauvres. Et au-dessus de 800 euros, on a les 90% restants de la population. Donc 800 euros est à ce moment-là le premier décile qui sépare bien les 10% les plus pauvres des 90% restants. Dit autrement, 800 euros, c'est le salaire maximum, le plafond des 10% les plus pauvres. De la même manière, on va avoir des 2 qui séparent les 20% les plus pauvres des 80% restants. On aura des 3, etc. et des 9. Des 9 est important. Il sépare, lui, les 10% les plus riches des 90% restants qui sont en dessous. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut prendre D1 et D9 et calculer le rapport interdécile. Le rapport interdécile s'obtient en divisant D9 par D1. Voyons maintenant un exemple concret. Si vous avez bien compris ce qu'est le rapport interdécile, je vous propose maintenant une petite activité. Je vous propose pour l'année 2018 de calculer le rapport interdécile des niveaux de vie et ensuite de faire une petite phrase avec le résultat que vous obtenez. Vous pouvez faire pause, essayer, vous entraîner de votre côté et comparer avec la correction qui suit. Alors, le 9e décile est égal à 39 130 et le premier décile 11 210. Pour rappel, cela signifie que j'ai 10% de la population qui a un niveau de vie inférieur à 11 910 euros en 2018. Et pour le 9e décile, on peut dire en 2018, il y a 10% de la population qui ont un niveau de vie supérieur à 39 130. Je calcule maintenant le rapport interdécile et cela me donne 3,5. Maintenant, comment je lis cette donnée? En 2018, le rapport interdécile des niveaux de vie était égal à 3,5. J'attire votre attention sur le fait qu'il n'y a pas d'unité. Ce n'est pas 3,5 déciles, 3,5%. Non, c'est 3,5 tout court. Dit autrement, le 9e décile est 3,5 fois supérieur au premier décile. On peut maintenant s'amuser à commenter et à observer l'évolution du rapport interdécile dans le temps. Par exemple, de 1970 à 2020. Pareil, je vous propose une petite activité. Faites-moi une phrase pour l'année 1970, une deuxième phrase pour 2020, et essayez du coup de commenter l'évolution du rapport interdécile. Vous pouvez faire pause, et ensuite comparer avec la correction qui suit. Alors, pour 1970, en France, le rapport interdécile des niveaux de vie était d'environ 4,5. J'attire encore une fois votre attention, il n'y a pas d'unité. Pour 2020, le rapport interdécile est d'environ 3,5. Et maintenant, je commente l'évolution du rapport interdécile en France. On observe que le rapport interdécile des niveaux de vie a diminué d'1 point. Il a donc diminué. Je peux même aller plus loin et dire que cela nous permet d'affirmer que les inégalités ont diminué en France entre 1970 et 2020. Après avoir vu les déciles pointés, intéressons-nous aux déciles moyens. Donc pour rappel, on a pris une population et on l'a découpée en 10 groupes de parts égales. Et chaque part, chaque groupe, va représenter 10% de cette population, sachant qu'on les trie des 10% les plus pauvres aux 10% les plus riches. Les déciles pointés, pour rappel, c'était les séparations entre chacun de ces groupes. Il y avait, si vous vous souvenez, 9 déciles, mais il y a 10 groupes. Et bien ces 10 groupes, on peut s'y intéresser. On peut s'intéresser par exemple au premier décile moyen, et on se posera alors la question de quel est son niveau de vie moyen, son revenu moyen. Je reprends, on avait 9 séparations, donc on a 9 déciles, ça, d'accord. Mais il y a 10 groupes, et on peut s'intéresser à ces 10 groupes. Combien gagnent-ils en moyenne? Ça va être une des premières questions. On peut s'intéresser aussi aux 10% les plus riches. Quel est leur niveau de vie moyen? Car on aura calculé une moyenne sur les 10% les plus riches. Voyons un exemple concret. Voici un graphique qui va nous permettre d'illustrer et de rendre concret ce que nous venons de voir sur les déciles moyens. Alors ce que je vous propose dans un premier temps, pour vous exercer, c'est de me faire une première phrase sur cette donnée que la flèche rouge indique, une deuxième phrase sur la donnée que la flèche bleue indique, et dans un troisième temps, essayer de comparer les deux données entre elles. Vous pouvez faire pause, vous entraînez, c'est pas grave si vous faites des erreurs, et ensuite comparer avec ma correction. Alors concernant la flèche en rouge, en fait, que nous indique-t-elle? Le titre, c'est niveau de vie moyen par décile. Et la flèche rouge indique une valeur
concernant ce qui est supérieur au 9e décile. Ce qui est supérieur au 9e décile, eh ben, ce sont les 10% les plus riches, aussi appelés déciles supérieurs. Quelle phrase je vous propose? Eh ben, en 2018, en France, le niveau de vie moyen des 10% les plus riches était d'environ 60 000 euros. C'est légèrement supérieur. C'est pour ça que je me permets de dire environ. Ensuite, la flèche bleue. Qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous indique cette fois le niveau de vie des 10% les plus pauvres. En effet, la population qui est en dessous du premier décile. Donc, autant les 10% les plus riches avaient un niveau de vie environ de 60 000 euros, les 10% les plus pauvres ont un niveau de vie d'à peine 10 000 euros. En effet, on est en dessous de 10 000 euros. Maintenant, ce n'est pas tout, je vais me permettre de comparer les deux données. Le niveau de vie moyen des 10% les plus riches est 6 fois plus élevé que celui des 10% les plus pauvres. C'est ce qu'on attend de vous dans l'analyse de documents en SES, c'est de bien lire correctement les données et ensuite de pouvoir faire des comparaisons entre ces données. Nous venons donc de voir que concernant les 10 groupes de 10%, les 10% les plus pauvres, les 10% les plus riches, on a pu calculer quel était leur niveau de vie moyen, leur revenu moyen, etc. Mais on peut se poser une autre question. Quelle part des richesses détiennent les 10% les plus pauvres? Et puis, à l'autre extrémité, quelle part des richesses détiennent les 10% les plus riches? La courbe de Lorenz, effectivement, nous renseignait déjà sur ça. Mais on peut avoir d'autres indicateurs, d'autres graphiques qui nous donneront les mêmes informations. Voyons ça tout de suite. Le graphique que vous avez maintenant sous les yeux va en effet nous permettre de savoir quelle part des richesses détiennent les 10% les plus riches. Je vous propose encore une fois un exercice d'application qui consiste à lire la donnée indiquée par la flèche noire. Pour vous aider dans la rédaction de cette phrase, regardez bien deux indices que je vais souligner. Tout d'abord, ce qu'il y a écrit sur l'axe des abscisses et le titre du graphique. Souvent, les élèves veulent recopier ces informations-là. Ne les recopiez pas, mais inspirez-vous de ces informations-là pour écrire une phrase qui a du sens et une phrase simple, comme celle qu'on a vue précédemment dans la vidéo. Vous pouvez faire pause, vous entraîner et comparer avec la correction qui suit. Alors, que nous dit cette donnée? En 1910, en France, les 10% les plus riches détiennent près de 90% du patrimoine en France. En effet, la donnée fléchée nous indique la part du décile supérieur. Le décile supérieur, ce sont les 10% les plus riches. Et en 1910, ils détiennent, ces 10% les plus riches, près de 90% du patrimoine en France. Le titre du document me parlait effectivement de l'inégalité des patrimoines. Voilà comment j'ai pu constituer cette phrase. Si vous êtes curieux, vous avez remarqué qu'il y a aussi la part du centile supérieur. Qu'est-ce qu'un centile? C'est ce que nous allons voir maintenant. Les centiles, c'est un peu comme les déciles, donc si vous avez compris la logique des déciles, vous devriez comprendre les centiles. J'ai une population, mais cette fois, je ne vais pas la découper en 10 groupes de 10%, non. Comme son nom l'indique, les centiles, je vais découper ma population en 100 groupes de 1%, en les triant, encore une fois, des 1% les plus pauvres aux 1% les plus riches. J'ai donc combien de centiles, si vous avez compris la logique? Non, j'en ai pas 100. J'en ai 99, car il y a bien 100 groupes de 1%, mais j'ai 99 bâtons, 99 séparations. Le premier centile, C1, par exemple 500 euros, ça va être le niveau de revenu qui sépare les 1% les plus pauvres des 99% restants. Autrement dit, quand vous avez en dessous de 500 euros, vous êtes dans les 1% les plus pauvres. Dès que vous avez au-dessus de 500 euros, vous n'êtes plus dans les 1% les plus pauvres. À l'opposé, je vais avoir C99, c'est-à-dire le 99e centile, au-dessus duquel on a les 1% les plus riches. Et ce 1% les plus riches, on l'appelle le top 1%. Et une question que les économistes se posent, c'est quelle part des richesses détiennent les 1% les plus riches? Grâce à ce graphique, on peut répondre à cette question. Et donc pareil, la flèche vous indique une donnée pour 1910. À vous de me faire une belle phrase avec cette donnée-là. Vous pouvez faire pause, vous entraîner et comparer avec la correction qui suit. La correction, la voici. En 1910, les 1% les plus riches, donc le centile supérieur, les 1% les plus riches, donc en 1910, en France, détiennent 60% du patrimoine. Voilà, une phrase très simple. Je suis sûr que les quelques élèves courageux qui m'écoutent encore doivent se demander où je veux les emmener. Je parle de déciles, de centiles, etc. Pour aller où? Eh bien, une fois qu'on a mesuré les inégalités, on peut observer leur évolution. Ont-elles augmenté ou diminué?
Et bien grâce à ce graphique, on peut répondre à cette question. Il y a un premier mouvement concernant l'évolution des inégalités. C'est entre 1900 et 1980, les inégalités, que ce soit de revenus ou de patrimoine, elles baissent, elles diminuent. Et cela pour 3 raisons. Tout d'abord, les guerres mondiales. La première et la deuxième guerre mondiale ont permis aux inégalités de diminuer. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu des destructions de patrimoine, des personnes qui possédaient des immeubles, des maisons, des appartements, des entreprises, des usines. La destruction de ce patrimoine a fait invariablement diminuer les inégalités. Mais ce n'est pas tout. Les guerres mondiales ont nécessité d'être financées. Les États devaient financer l'armement, la nourriture des soldats, la logistique, etc. Et pour financer les dépenses de guerre, qu'ont fait les gouvernements? Ils se sont mis à taxer les hauts revenus. C'est ce qu'on appelle la fiscalité progressive. À titre d'exemple, en France, l'impôt sur le revenu a été créé en 1914. La fiscalité progressive consiste à appliquer un taux d'impôt plus élevé aux personnes qui ont des revenus plus élevés. Par exemple, quelqu'un qui a un revenu plutôt moyen aura un taux d'imposition de 8%, et par contre, un individu qui aura des revenus plus élevés aura un taux d'imposition qui sera égal à 15 ou 20%. On augmente le taux d'imposition à mesure que le revenu augmente. Et en 1945, la création de la sécurité sociale, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a permis à des personnes qui avant étaient pauvres d'avoir des revenus plus importants. En effet, lorsqu'avant vous étiez ouvrier et que vous ayez un accident du travail, que vous étiez malade, vous perdiez votre salaire et votre revenu. Quand vous deveniez vieux et que vous ne pouviez plus travailler, vous perdiez votre salaire. La sécurité sociale permet la mise en place de revenus de remplacement. Vous êtes malade, vous êtes compensé par la sécurité sociale. Vous avez un accident du travail pareil, et puis lorsque vous êtes vieux, vous êtes retraité et vous pouvez avoir une pension de retraite. Cela a permis de diminuer donc les inégalités entre individus. Mais on remarque une autre évolution. À partir des années 80, les inégalités se mettent à augmenter à nouveau. Et pourquoi? Pareil, 3 raisons. Tout d'abord, le progrès technique. Le progrès technique, comme on l'a vu dans une vidéo sur la croissance économique, il détruit des emplois, et notamment des emplois non qualifiés. Au contraire, le progrès technique récompense les travailleurs qualifiés, car les travailleurs qualifiés qui innovent peuvent déposer des brevets et avoir des revenus qui augmentent. Et donc on a des inégalités entre ces deux types de travailleurs. La mondialisation creuse les inégalités à l'intérieur des pays, en effet. Ça renvoie au chapitre sur le commerce international. Le commerce international crée et suscite des délocalisations. Certaines activités en France, par exemple la sidérurgie, la métallurgie, le textile, les mines, ont fermé ces activités-là. Elles ont été délocalisées dans d'autres pays. Et donc les individus, les travailleurs de ces secteurs-là ont perdu leur emploi. Tandis que des entreprises, des firmes multinationales, elles pouvaient vendre dans le monde entier et augmenter leurs profits, donc les revenus de leurs actionnaires et de leurs cadres. On a eu donc des inégalités entre ces individus-là. Et puis depuis les années 80-90, on note une baisse de la fiscalité, notamment la baisse des impôts payés par les plus riches. Exemple, dans les années 80 aux États-Unis, on a Ronald Reagan, l'ancien président des États-Unis, qui avait diminué les impôts pour les plus riches. Et pareil en Angleterre, Margaret Thatcher, dans les années 90, a fait de même. Voilà pour l'évolution des inégalités au cours du XXe siècle. Elles ont dans un premier temps diminué, et puis à partir des années 80, on remarque que les inégalités se mettent à augmenter à nouveau.